Le couteau trancha l'air comme une prière interrompue, effleurant la joue de Benjamin d'une ligne rouge qui perla instantanément. « Tu n'es pas mon père, Nathan. Tu n'as jamais été un saint. » Les mots jaillirent de sa gorge comme un sanglot étouffé, tandis que les vitraux de la cathédrale Sainte-Chapelle projetaient des éclats de saphir et d'émeraude sur leurs visages déformés par la fureur. Et dans ce silence fracassé, Benjamin sentit le poids de 13 années de mensonges s'effondrer. Un secret que l'Église avait béni d'or, mais que son cœur avait consumé en braise. Paris. Cette ville de lumières éternelles et de murmures oubliés s'étendait sous un ciel d'automne chargé de promesses brisées. Benjamin, 28 ans, errait dans les ruelles du Marais, son quartier natal, où les façades haussmanniennes cachaient autant de péché que de sainteté. Adopté à 15 ans par Nathan Duval, un prêtre charismatique dont la réputation de sainteté rayonnait jusqu'aux couloirs du Vatican. Il avait grandi dans l'ombre bienveillante d'une cathédrale qui n'était plus seulement un lieu de culte, mais un tombeau de vérités inavouables. Nathan, avec ses yeux verts perçants et sa voix qui apaisait les âmes en peine, était l'incarnation du père spirituel idéal, confesseur des puissants, orateur aux messes bondées, et sauveur des orphelins comme lui. Mais Benjamin savait. Depuis ce soir d'été, 13 ans plus tôt, quand il avait surpris Nathan dans les jardins clos du presbytère, enlacé à un homme dont le nom n'avait jamais été prononcé. Ce souvenir le hantait comme une litanie maudite. Il avait 14 ans. Frais émoulu de l'orphelinat. Quand Nathan l'avait choisi. Dieu t'a mis sur mon chemin. Mon fils, avait-il dit. Sa main ferme sur l'épaule frêle de l'adolescent. Les premiers mois avaient été un baume, dîner frugaux mais chaleureux. Lecture de la Bible sous la lueur d'une lampe à huile. Et ses promenades le long de la Seine où Nathan parlait de miséricorde avec une passion qui faisait vibrer l'air. Benjamin, orphelin d'un accident de voiture qui avait emporté ses parents dans les virages sinueux de la Provence, s'était accroché à cet homme comme à un phare dans la tempête. Mais la nuit fatidique avait tout changé. Rentré plus tôt d'une répétition de chorale, il avait vu, à travers la porte entrebâillée du jardin, Nathan pressé contre un inconnu, un choriste. Peut-être. Aux cheveux noirs et au rire étouffé. Leur corps s'entremêlait avec une urgence profane. Des murmures de désir qui se mêlaient au chant des grillons. Benjamin s'était figé, le cœur battant. Un mélange de fascination et de trahison le clouant sur place. Nathan, le saint, embrassait un homme avec une ferveur que les sermons n'avaient jamais effleurée. Il n'en avait jamais parlé. Pas un mot. Pas une accusation. Au lieu de cela, il avait enfoui ce secret comme une braise sous les cendres, le nourrissant en silence au fil des années. Adolescent, il avait exploré ses propres désirs dans l'ombre des librairies du quartier latin, lisant Proust et Gide avec une avidité fiévreuse, se demandant si le sang de Nathan coulait en lui ou non pas biologiquement, mais dans cette inclination secrète vers les contours masculins. À 18 ans, il avait quitté le presbytère pour l'université, étudiant la littérature à la Sorbonne, où les débats sur l'identité et le désir l'avaient à la fois libéré et tourmenté. Nathan, toujours là, l'appelait chaque dimanche. Sa voix chaude filtrant à travers le combiné, « Prie pour moi. Benjamin. » Le Seigneur teste nos cœurs. Et Benjamin priait. Mais pas pour le salut de son père adoptif ou pour le sien. Pour le jour où il pourrait affronter cette vérité brûlante sans se consumer. Les années s'écoulèrent comme les eaux troubles de la Seine, emportant des amours fugaces et des confessions avortées. Benjamin devint un jeune homme au regard mélancolique, aux boucles châtaines qui tombaient sur un front soucieux, travaillant comme éditeur dans une petite maison d'édition du VE arrondissement. Il collectionnait les cœurs brisés, un peintre aux mains tachées d'huile qui le quitta pour une muse plus volatile. Un professeur d'histoire qui murmurait des théories sur l'amour interdit entre deux gorgées de vin rouge. Mais aucun n'effaçait l'ombre de Nathan. Ce prêtre, désormais évêque en vue,
sillonnait la France pour des retraites spirituelles. Sa sainteté grandissante masquant les fissures. Les journaux parlaient de lui comme d'un phare de la foi moderne. Un homme qui avait adopté un orphelin et l'avait élevé dans la lumière divine. Benjamin lisait ses articles avec un sourire amer, se rappelant les nuits où Nathan rentrait tard, les lèvres gonflées, prétendant à une veillée de prière. C'est lors d'une de ces veillées, à l'automne de ses 28 ans, que la Bresse s'embrasa. L'événement se tenait à Notre-Dame, restauré de ses cicatrices passées. Un concert de charité pour les sans-abri. Benjamin y assistait par devoir filial. Assis au premier rang. Son costume sombre contrastant avec la foule bigarrée de fidèles et de mécènes. Nathan montait en chair. Sa silhouette imposante drapée d'une chasuble brodée d'or. Sa voix résonnant comme un orgue, l'amour de Dieu est un feu qui purifie. Mes frères. Il consume nos faiblesses pour nous rendre entiers. Les applaudissements crépitèrent. Mais Benjamin, les poings serrés sur ses genoux, ne vit que l'hypocrisie dans ses mots. Après la messe, dans les coulisses feutrées du transept, il le confronta. Félicitations, Monseigneur. Encore une performance divine. Nathan se tourna. Surpris. Son sourire s'effaçant devant le ton acide. Benjamin. Mon fils. Qu'est-ce qui te ronge ainsi? Et là. Dans l'ombre des confessionnaux vides. Benjamin lâcha le couteau non pas littéral, mais verbal. Tranchant comme une lame, je sais. Nathan. Depuis 13 ans. Le jardin. Cet été-là. L'homme que tu embrassais. Ton feu purificateur n'était pas si chaste. N'est-ce pas? Le silence qui suivit fut un abîme. Nathan pâlit. Ses mains tremblant légèrement alors qu'il ajustait sa croix pectorale. Tu as vu, murmura-t-il. La voix brisée. Un filet de sueur perlant sur sa tempe malgré la fraîcheur gothique de la cathédrale. Benjamin hocha la tête. Les larmes montant malgré lui. Et j'ai gardé ton secret. Père. Pour toi. Pour nous. Mais combien de temps encore? L'Église te part de sainteté. Et moi. Je vis avec tes mensonges comme une couronne d'épines. Nathan s'approcha. Sa main effleurant l'épaule de Benjamin, un geste paternel. Mais chargé d'une intimité trouble. C'était une faiblesse. Un moment d'égarement. Dieu pardonne. Et j'ai confessé. Mais toi. Mon fils? Tu portes ce fardeau seul depuis si longtemps. Pourquoi maintenant? La question plana. Lourde de non-dit. Tandis que dehors. Les cloches sonnaient minuit. Marquant le début d'une nuit qui allait tout emporter. Ils quittèrent Notre-Dame ensemble. Marchant en silence le long du quai aux fleurs. Où les bouquinistes fermaient leurs étals sous la lune voilée. Paris. Cette amante capricieuse. Semblait conspirer avec eux, un vent froid balayant les feuilles mortes. Un accordéon lointain jouant une valse mélancolique. Nathan parla enfin. Sa voix basse comme une prière nocturne. Cet homme. Il s'appelait Alexandre. Un choriste? Comme tu l'as deviné. C'était il y a 15 ans. Avant ton adoption. Il est parti, emportant une partie de moi que je croyais morte. Mais toi, Benjamin, tu es ma rédemption. T'élever a été ma pénitence. Ma joie. Benjamin s'arrêta sous un réverbère. Son cœur cognant. Ta rédemption? Ou ta façade? J'ai grandi en te voyant prêcher l'amour pur. Et pourtant, je sais que tu brûles comme moi. Je suis gai. Nathan. À cause de toi? Grâce à toi? Je ne sais plus. Les mots sortirent en cascade. Libérant 13 ans de silence.
Nathan le dévisagea. Ses yeux versant buants. Mon fils. Tu es toi. Forgé par la grâce divine. Pas par mes ombres. Viens. Rentrons. Nous parlerons. Vraiment. Le presbytère, niché dans une impasse du Marais, n'avait pas changé, mur tapissé de livres anciens. Crucifix dominant la cheminée. Et cette odeur de cire et de vieux papier qui imprégnait l'air. Ils s'assirent face à face dans le salon. Un feu crépitant dans l'âtre pour chasser l'humidité automnale. Nathan versa du cognac un péché véniel. Murmura-t-il avec un sourire triste et entama son confessionnal. Alexandre était ma première faiblesse. J'avais 30 ans. Fraîchement ordonné. Et la solitude du sacerdoce me rongeait. Il est venu à confesse. Un soir de tempête. Et ces mots ont ouvert une brèche en moi. Nous nous sommes revus. En secret. Jusqu'à ce qu'il parte pour Rome. J'ai cru que c'était fini. Que Dieu m'avait guéri. Puis tu es arrivé. Orphelin et si vulnérable. T'aimer comme un fils m'a sauvé. Benjamin. Mais le désir. Il ne s'éteint pas. Il couve. Benjamin écouta. Le verre tremblant dans sa main. Pour la première fois. Il vit l'homme derrière le prêtre, vulnérable. Humain. Déchiré entre vœux et chair. Et moi? Quand j'ai vu cela. Ce n'était pas du dégoût. C'était de la reconnaissance. Comme si tu me montrais que je n'étais pas maudit. Mais tu m'as laissé seul avec ça. Nathan. Seul à naviguer mes propres feux. La nuit s'étira en confidence. Un pont fragile jeté sur l'abîme. Nathan raconta ses luttes, les retraites solitaires dans les monastères de Provence. Où il flagellait son esprit plus que son corps, les lettres anonymes à des amants fantômes, la montée en grade ecclésiastique comme une armure contre ses démons. Benjamin. À son tour. Dépeignit ses amours parisiennes, Marc. Le barista au tatouage qu'il avait initié au baiser volé dans les backrooms du faubourg Saint-Antoine, Julien. L'avocat ambitieux qui avait fui quand Benjamin avait osé parler de Nathan. Ils sentaient tous que je portais un fantôme, avoua-t-il. Les yeux fixés sur les flammes. Ton fantôme. À l'aube? Épuisés mais allégés. Ils se serrèrent dans les bras l'un de l'autre un geste filial. Pur. Qui c'est là une trêve? Nous affronterons cela ensemble, promit Nathan. Pas comme père et fils. Mais comme deux âmes en quête de vérité. Pourtant. La paix fut éphémère. Quelques semaines plus tard. Un scandale éclata. Comme un tonnerre sur la ville lumière. Un journal d'investigation. Le Monde catholique. Publia un article anonyme accusant l'évêque Duval de relations homosexuelles cachées. Citant des témoignages flous de choristes anciens. Paris bruissa de rumeurs, des messes boycottées. Des pétitions pour sa démission. Des regards en coin lors des processions dominicales. Nathan. Assiégé dans son presbytère. Refusa de nier publiquement. Invoquant la miséricorde divine. Mais en privé. Il se tourna vers Benjamin, c'est toi? As-tu parlé? La question. Prononcée d'une voix rauque. Trancha plus profondément que n'importe quel couteau. Benjamin recula. Blessé. Moi? Après tout ce que j'ai gardé? C'est ton passé qui te rattrape. Nathan. Pas mon silence. Mais le doute s'insinua. Poison lent dans leurs veines. Benjamin. Rongé par la suspicion. Fouilla les archives familiales un soir de doute. Découvrant une lettre jaunie d'Alexandre, ton vœu est une prison. Nathan. Libère-toi. Ou elle te dévorera. Signé d'une main tremblante. Daté d'il y a 15 ans. Le conflit s'envenima lors d'un dîner tendu. Sous les plafonds bas du presbytère.
Tu m'as adopté pour te racheter. N'est-ce pas, lança Benjamin. La voix chevrotante. Un alibi vivant pour masquer tes péchés. Nathan se leva. Le visage crispé. Et toi? Tu restes pour me punir. 13 ans de rancune. Et maintenant ça? Le journal. C'est toi qui as murmuré. Avoue-le. Les mots volèrent comme des accusations bibliques. Culminant en un geste impulsif, Benjamin. Les larmes aux yeux. Attrapa un chandelier d'argent et le lança. Effleurant la joue de Nathan d'une égratignure superficielle. Le sang perla. Et dans ce instant suspendu. Le passé ressurgit au le jardin. Les murmures. Le secret partagé. Nathan toucha sa joue. Puis, au lieu de colère, il pleura. Pardonne-moi. Mon fils. Je t'ai blessé plus que je ne l'ai aimé. Cette nuit-là. Benjamin s'enfuit dans les rues pluvieuses du Marais. Le cœur en lambeaux. Il ira jusqu'au pont des Arts. Où les cadenas d'amours éternels tintaient sous la averse. Là. Sous l'averse. Il croisa un regard familier, Lucas. Un ancien amant. Barman au Café des Amants. Un lieu de rendez-vous pour la communauté gay parisienne. Lucas, avec ses yeux noisettes et son sourire espiègle, l'invita à l'intérieur, où le jazz fumait dans l'air chargé de tabac et de regrets. Tu as l'air d'un homme qui porte le monde sur ses épaules, dit-il, versant un pastis. Benjamin s'effondra. Racontant tout, Nathan. Le secret. La trahison supposée. Lucas écouta. Sa main sur la sienne. L'amour n'est pas une prison. Ben. C'est une clé. Et la tienne ouvre peut-être sur lui pas comme père. Mais comme égal. Ces mots, simples, allumèrent une étincelle. Pour la première fois, Benjamin envisagea non la rupture, mais la réconciliation, confronter Nathan non avec rage, mais avec vérité nue. Le lendemain, il revint au presbytère, trempé et résolu. Nathan l'accueillit. Pansement sur la joue, les yeux cernés. J'ai lu la lettre d'Alexandre, dit Benjamin sans préambule. Il avait raison. Tu es prisonnier. Mais moi aussi. Libérons-nous. Ils parlèrent des heures. Dénouant les fils emmêlés de leurs liens, pas seulement père-fils. Mais deux hommes luttant contre les chaînes de l'Église et de la société. Nathan avoua avoir soupçonné l'article au nom de Benjamin. Mais d'un rival ecclésiastique jaloux. J'ai démissionné. Ce matin. Pas pour le scandale. Mais pour vivre. Vraiment. Benjamin. Stupéfait. Sentit les braises s'apaiser en une chaleur douce. Et nous? Leur relation évolua. Subtilement. Comme un vin qui mûrit en cave. Pas d'inceste. Pas de tabou brisé mais une intimité profonde. Fraternelle. Teintée d'une tendresse romantique envers le monde qu'ils partageaient. Nathan s'installa dans un appartement modeste près de la Bastille. Écrivant un mémoire sur la miséricorde queer dans la théologie moderne. Benjamin. Encouragé. Publia un roman semi-autobiographique. Feu caché. Qui devint un best-seller discret dans les cercles littéraires parisiens. Ensemble. Ils fréquentaient les cafés du Marais. Main dans la main avec Lucas et d'autres amis. Défiant les regards encore prudes de la France post-catholique. Mais le vrai test vint avec le procès canonique. Convoqué au Vatican pour conduite immorale. Nathan choisit de se défendre publiquement. Aidé de Benjamin qui témoigna, « Mon père adoptif m'a sauvé non par ses vœux, mais par son humanité. Son péché est ce qui nous a rendus entiers. » Les médias s'emballèrent, transformant le scandale en un plaidoyer pour la réforme. Nathan fut relevé de ses fonctions, mais honoré comme un martyr moderne de la vérité.
Dans les jardins de la Sorbonne. Lors d'une lecture de Feu caché. Benjamin croisa Nathan au milieu de la foule. « Tu es mon saint. »« À ta façon, murmura-t-il. Nathan sourit. Les yeux brillants. « Et toi ? » Mon feu éternel. 13 ans après la découverte. Sous un ciel parisien clair. Ils marchèrent le long de la Seine. Libres enfin. L'Église avait perdu un saint. Mais le monde avait gagné deux âmes authentiques. Et dans ce pardon mutuel. L'amour filial. Fraternel. Humain brûlé d'une flamme pure. Illuminant les ombres du passé. Les mois suivant l'aveu furent un tourbillon de reconstruction. Comme si Paris elle-même conspirait à guérir leurs plaies. Benjamin. Libéré du poids de son silence. Plongea dans son travail avec une ferveur nouvelle. Son roman, Feu caché, naquit de ces nuits blanches au presbytère reconverti en atelier d'écriture, des pages froissées couvertes d'encre noire. Où il tissait le fil rouge de leur histoire un prêtre tourmenté. Un fils adoptif en quête d'identité. Et la ville éternelle comme toile de fond à leur passion contenue. L'éditrice. Une femme vive aux lunettes rondes nommée Claire. Lut le manuscrit en une nuit. C'est cru. Benjamin. C'est vrai. Et c'est français jusqu'à la moelle du Proust avec des muscles et du désir brut. Il rit. Nerveux. Imaginant déjà les critiques, scandales ou révélations. Nathan. De son côté. Affrontait l'exil ecclésiastique avec une dignité stoïque. Son appartement près de la Bastille. Un 2 pièces aux murs ocre et aux fenêtres donnant sur la colonne de Juillet. Devint un sanctuaire laïque. Il troqua la chasuble pour des chemises en lin. Les sermons pour des conférences sur la théologie inclusive à l'Institut Pasteur Ironie du sort. Là où la science défiait jadis la foi. Dieu n'est pas dans les dogmes. Mais dans les cœurs brisés, déclarait-il à un auditoire captivé de théologiens progressistes et d'étudiants queer. Benjamin l'accompagnait souvent. Assis au fond. Fier et un peu jaloux de cette nouvelle liberté. Leur lien. Jadis tendu comme un fil de harpe. S'assouplissait en une harmonie complice, dîners arrosés de Bourgogne. Promenade où il disséquait les nouvelles amours de Benjamin avec une tendresse presque paternelle. C'est lors de l'une de ces promenades. Sous les marronniers rougissants du jardin des Tuileries. Que Lucas réapparut au non comme un fantôme du passé. Mais comme une promesse. Benjamin l'avait revu au Café des Amants. Ce repère enfumé où les verres de pastis scellaient les confessions. Lucas. 30 ans. Barman de jour et photographe de nuit. Capturait l'âme de Paris dans des clichés granuleux, couples enlacés sous la pluie. Solitaire au comptoir. La scène comme veine argentée. Ton livre m'a remué, dit-il un soir. Ses doigts effleurant ceux de Benjamin sur le zinc. C'est comme si tu avais volé mes propres secrets. Leur premier baiser. Dans l'arrière-salle obscure. Fut un feu doux. Sans urgence. Mais chargé de la vulnérabilité partagée. Nathan. Informé par un appel laconique. Répondit simplement, s'il te rend heureux. Invite-le à dîner. Je veux le juger de mes propres yeux. Le dîner eut lieu un vendredi pluvieux. Dans l'appartement de Nathan. Lucas arriva avec une bouteille de Châteauneuf-du-Pape et un rouleau de photos, des portraits de la communauté gay du Marais. Âme en fleurs sous les néons roses. Nathan. En tablier. Remuait une blanquette de veau à un plat d'enfance. Murmurait-il. Appris d'une gouvernante provençale. La soirée fut un ballet maladroit de rires forcés et de silence évalué. Vous êtes l'homme qui a élevé un poète, lança Lucas. Toquant son verre contre celui de Nathan. Et vous? Le type qui capture les âmes perdues, rétorqua l'ancien prêtre. Un sourire en coin. Benjamin observait. Le cœur gonflé, voir Nathan. Si longtemps figé en icône. Badiné comme un père. Était une victoire douce. Mais sous la table.
La main de Lucas sur son genou en crée une réalité nouvelle, un amour naissant. Fragile, qui le terrifiait autant qu'il l'exaltait. Pourtant, les ombres persistaient. Le procès canonique, convoqué par un tribunal ecclésiastique intransigeant, plana comme une épée de Damoclès. Nathan reçut la citation un matin gris. Cacheté du sceau Vatican, accusation des immoralités graves et des abus de confiance spirituelle. Ils veulent un bouc émissaire, grognatait-il, froissant le papier. Benjamin, venu pour un café, sentit la bile monter. C'est à cause de l'article. Ce salaud de rival, qui est-ce? Nathan hésita. Puis avoua, le père Laurent. Un évêque conservateur de Lyon. Jadis protégé de Nathan. Trahi par une promotion refusée. Il sait pour Alexandre. Une vengeance froide. La révélation raviva la braise de la trahison, non seulement Nathan avait caché ses désirs. Mais son monde clérical grouillait de serpents. Laisse-moi témoigner, implora Benjamin. Je dirai la vérité sur toi. Sur nous. Nathan secoua la tête. Non. Mon fils. Cela te salirait. Laisse-moi affronter seul. Mais Benjamin ne put se taire. Il contacta un avocat spécialisé en droit LGBTQ+. Une femme nommée Émilie. Aux cheveux courts et au regard d'acier. Ensemble, ils préparèrent un dossier, témoignage de fidèles touchés par les sermons de Nathan. Extrait de feux cachés anonymisés. Et une lettre ouverte co-signée par des intellectuels parisiens. La presse s'empara de l'affaire, transformant le scandale en un débat national sur l'hypocrisie de l'Église française. Libération titra « Le saint pécheur, Nathan Duval ». Du confessionnal à la contestation. Des manifestations fleurirent place de la Concorde. Arc-en-ciel flottant aux côtés de croix inversées. Lucas, mobilisé, organisa une expo photo, ombre sacrée. Portrait de prêtre gay en exil. Nathan en figure centrale, un cliché où il fixait l'objectif. Vulnérable. La joue encore marquée d'une cicatrice pâle. Le jour du procès. Dans une salle austère du diocèse de Paris. L'air était lourd d'encens et de tension. Nathan, en costume sombre, se tint droit face à un panel de cardinaux au visage de pierre. « Mes vœux ont été sincères, déclara-t-il. La voix ferme. Mais mon humanité ne l'est pas moins. J'ai aimé non comme un pécheur, mais comme un homme. » Les murmures s'élevèrent. Et quand Benjamin surgit, inopiné, pour témoigner, un silence de cathédrale tomba. Il m'a adopté non pour se racheter, mais pour aimer. Son péché m'a appris la miséricorde. Les mots, prononcés d'une voix claire, firent vaciller un cardinal. Émilie présenta les preuves, pas de victime. Seulement une vie vécue en ombre. Le verdict, après délibération, fut clément, suspension à vie. Mais sans déchéance ou une victoire amère. Ce soir-là, ils célébrèrent dans un bistrot du quartier latin. Lucas à leur côté. Toast au pastis levé à la liberté. À la vérité brûlante, dit Nathan. Les yeux humides. Benjamin, serrant la main de Lucas, sentit pour la première fois que le feu ne consumait plus ou il illuminait. Mais au fond de lui, une étincelle persistait, et si la trahison n'était pas finie? Un appel anonyme. Reçu par Nathan 2 jours plus tard. Murmura, la lettre d'Alexandre n'est pas tout. Demande à ton fils. Le doute renaquit. Plus insidieux. L'appel anonyme s'insinua comme une ombre dans leur quiétude naissante. Un murmure téléphonique qui brisa le fil fragile de la confiance restaurée. Nathan, seul dans son appartement ce soir-là, sentit un frisson glacé remonter son échine. La lettre d'Alexandre n'est pas tout, avait sifflé la voix déformée. Avant de raccrocher dans un clic sec.
Demande à ton fils. Il reposa le combiné, le cœur battant, et passa la nuit à fixer le plafond craquelé. Les souvenirs d'Alexandre se mêlant à ceux de Benjamin comme un poison lent. Était-ce Laurent, le rival lyonnais, qui jouait les marionnettistes? Ou pire, une faille plus intime, enfouie dans leur propre histoire? Le lendemain, il confronta Benjamin lors d'un déjeuner au Procope, le café historique où Voltaire jadis raillait les dogmes. Assis sous les portraits jaunis, entre une salade niçoise et un café serré, Nathan choisit ses mots comme un pénitent sa confession. Un appel. Hier soir. Quelqu'un sait pour la lettre. Et insinue que tu caches quelque chose. Benjamin posa sa fourchette, le visage blêmissant. Moi? Encore? Nathan. Après le procès. Après tout. Tu doutes toujours? La douleur dans sa voix était palpable. Un écho de celle du jardin. 13 ans plus tôt. Ce n'est pas du doute, répliqua Nathan, la main tendue mais hésitante. C'est la peur. La mienne. Que notre vérité ne soit qu'une illusion. Benjamin se leva abruptement, renversant un verre d'eau. Illusion? J'ai risqué ma vie pour toi au tribunal. Trouve ton fantôme ailleurs. Il partit, laissant Nathan seul avec l'addition et un sentiment de déjà-vu. Benjamin, furieux, se réfugia chez Lucas, dans un loft exigu du canal Saint-Martin, où les murs étaient tapissés de tirages photos et l'air embaumait le café fraîchement moulu. Lucas, sentant la tempête, l'enlaça sans un mot, ses lèvres effleurant la tempe de Benjamin. « Parle-moi, murmura-t-il enfin, alors qu'il s'allongeait sur le lit défait. La scène murmurant au dehors. Benjamin déversa tout, l'appel, le doute récurrent de Nathan, le poids persistant du secret originel. Il me voit comme un traître potentiel. Luc. Comme si 13 ans de silence n'étaient qu'un prélude à la lame. Lucas caressa ses boucles. Son regard noisette ancré. Ou peut-être qu'il projette ses propres peurs. Tu n'es pas son ennemi. Ben. Tu es son miroir. Et les miroirs effraient. Cette nuit-là, lovés dans les draps froissés, ils firent l'amour pour la première fois lentement, tendrement. Un baume sur les plaies invisibles. Au matin, Benjamin se réveilla avec une résolution, creuser l'origine de l'appel. Pour clore ce chapitre empoisonné. Avec l'aide d'Émilie, l'avocate, ils traquèrent la piste. Un numéro masqué mena à un téléphone prépayé acheté dans une supérette de Belleville anonyme, mais relié à un compte bancaire traçable. Laurent confirma Émilie après une journée de recherche. Il a financé l'article initial. Et maintenant ça. Un harceleur en soutane. Benjamin, armé de cette preuve, affronta Nathan lors d'une messe laïque au Café des Amants à un événement où Lucas exposait Ombre Sacrée. La salle, bondée d'artistes et d'activistes, vibrait au son d'un violoncelliste jouant du barbet. Nathan, au bar, sirotait un vin blanc, l'air vieilli par l'insomnie. C'était lui. Ton serpent, dit Benjamin, glissant l'impression du rapport bancaire sur le comptoir. Nathan lut. Pâlit. Puis rire un rire amer. Libérateur. Bien sûr. Mon frère en Christ. Pardonne-moi. Benjamin. J'ai projeté sur toi ce qu'il m'inflige, la trahison. Il s'étreignirent là. Au milieu du brouhaha. Ignorant les regards curieux. Plus de doute, promit Nathan. Seulement nous. Cette réconciliation propulsa leur lien vers une intimité plus profonde. Presque romantique dans sa pureté platonique. Nathan encouragea Benjamin à explorer son amour avec Lucas, les invitant à des escapades, un week-end à Giverny.
Où les nénuphons de monnaie miroitaient comme des promesses, une soirée au Moulin Rouge. Rires étouffés face aux plumées aux paillettes. Vivez, mes garçons, disait Nathan. Les yeux pétillants. C'est la plus belle prière. Benjamin. Épanoui. Vifeux caché grimpé dans les classements. Traduit en anglais pour un public américain friand de drame queer ironie. Puisque le roman puait le bitume parisien et le vin aigre. Les critiques saluèrent son humanisme poignant. À la manière d'un Baldwin transatlantique. Et Benjamin. Lors d'une signature à la Fnac de Saint-Michel. Croisa un admirateur inattendu, Alexandre lui-même. L'homme, grisonnant mais toujours élégant, s'approcha avec un exemplaire dédicacé. Votre père. Il a bien fait de vous élever, dit-il. La voix chargée d'un accent italien fané. Benjamin se figea. Vous êtes. Alexandre hocha la tête. L'ombre du jardin. J'ai lu sur le scandale. Dites-lui que je prie pour lui au pas pour son salut. Mais pour sa paix. Il partit, laissant Benjamin avec un tourbillon d'émotions, jalousie fugace. Gratitude immense. Ce soir-là, il raconta tout à Nathan, qui écouta en silence. Puis murmura, il était mon feu de jeunesse. Tu es ma flamme éternelle. Fils. Pas d'ambiguïté. Seulement une affection profonde. Humaniste, qui transcendait les chairs. Mais le destin, capricieux comme une bourrasque sur la tour Eiffel, réservait un nouveau coup. Laurent, acculé par l'épreuve, contre-attaqua lors d'une conférence de presse au diocèse. Duval n'est pas une victime. Il a corrompu son fils adoptif, l'initiant à ses vices. La calomnie, diffusée par les radios catholiques conservatrices, raviva les rumeurs. Benjamin, interviewé par France Inter, riposta avec feu, mon père m'a appris l'amour vrai, pas les mensonges de vos dogmes. Lucas, protecteur, organisa une contre-expo, Vérité brûlante, où les photos confrontaient les ombres cléricales à la lumière queer. Nathan, usé, envisagea la fuite, peut-être Rome, ou un monastère en Provence. Benjamin refusa. Non. Nous restons. Pour combattre. Le climax survint lors d'un débat public à la Bourse du Travail. Face à Laurent et ses alliés. La salle, archi-comble, bouillonnait, banderole arc-en-ciel contre croix noire. Nathan monta à la tribune. Sa voix résonnant comme jadis en chair, l'église que j'ai servie est un hôpital pour pécheurs. Non une forteresse pour hypocrites. J'ai aimé un homme. Oui. J'ai aimé mon fils. Plus encore. Et cela ne me rend pas damné, ou cela me rend vivant. Laurent, rouge d'indignation, hurla, hérésie. Mais la foule, jeune et diverse, applaudit. Benjamin, à ses côtés, ajouta, la vérité brûle. Mais elle purifie. Laurent, isolé, démissionna le lendemain. Son empire de mensonges s'effondrant. Dans l'euphorie post-débat, Benjamin et Lucas s'enfuirent pour une nuit volée à Montmartre. Escaladant les marches du Sacré-Cœur sous les étoiles. Tu es mon encre, souffla Lucas, l'embrassant avec une passion qui effaça les doutes. Nathan, rentré seul, trouva une lettre d'Alexandre, viens à Rome. Libère-toi enfin. Il sourit, la rangeant dans un tiroir. Son feu, désormais, brûlait pour Paris et pour Benjamin. L'hiver s'abattit sur Paris comme un manteau de givre, enveloppant la ville dans une blancheur qui contrastait avec les feux intérieurs de Benjamin et Nathan. Après le triomphe du débat, leur vie prit un rythme nouveau, une routine tissée de liberté et de vigilance, où chaque matin apportait une petite victoire contre les ombres persistantes.
Feu caché devint un phénomène. Traduit en 7 langues. Avec une adaptation cinématographique en gestation par un réalisateur queer de Cannes. Benjamin. Catapulté dans les spotlights littéraires. Naviguer les interviews avec une grâce acquise. Évoquant toujours Nathan comme mon guide. Mon miroir. Les royalties affluèrent, lui permettant d'acheter un appartement modeste rue des Francs-Bourgeois. Un nid douillet aux poutres apparentes où Lucas installa son atelier photo. Nathan, lui, embrassa pleinement sa reconversion. Il fonda une association. Lumière cachée. Un havre pour les LGBTQ+ catholiques en crise, groupe de parole dans les cryptes désaffectées du Marais. Retraite laïque en Normandie. Et conférence où il mêlait exégèse biblique à des témoignages crus. Le Christ n'a pas condamné l'amour, prêchait-il. Sa voix toujours magnétique. Il l'a incarné. Alexandre, contacté par lettre, accepta une rencontre, un café discret au Floréal, près de la place des Vosges. Nathan y alla seul. Le cœur serré. L'Italien, vieilli mais rayonnant, l'accueillit d'une étreinte chaste. Tu as survécu à ton enfer, dit-il. Et ton fils? Nathan sourit. Il est mon ciel. Ils parlèrent des heures au regret. Pardon? Rire sur des souvenirs fanés. Alexandre, désormais en couple stable à Trastevere, offrit un conseil, M s'enchaîne. Nathan. C'est la vraie sainteté. Nathan rentra transformé. Plus léger. Et confia à Benjamin, le passé est un pont. Pas une prison. Leur complicité s'approfondit en une danse subtile, Nathan conseillant Benjamin sur les intrigues romanesques. Benjamin lisant à haute voix les brouillons de sermons laïques de son père adoptif. Lucas s'intégra pleinement. Ses photos illustrant les couvertures des livres de Nathan et les campagnes de lumière cachée. Une escapade à Noël les réunit à Deauville, plage balayée par le vent. Dîner aux fruits de mer. Et une veillée où Nathan raconta des légendes provençales. Sa voix couvrant le crépitement du feu. C'est comme une famille, murmura Lucas à Benjamin. Enlacé sous une couverture. Mieux qu'une famille, répondit-il. C'est choisi. Mais la trahison. Cette hydre aux têtes multiples. Ressurgit sous une forme inattendue. Une ancienne choriste, Marie, contacta Benjamin via les réseaux, ton père m'a brisé. Il faut que tu saches. Intrigué et méfiant. Il accepta un rendez-vous au Shakespeare & Company. La librairie mythique où les fantômes d'Hemingway éveillent sur les âmes perdues. Marie. Quarantaine éplorée. Aux yeux gonflés. Déballa son histoire, il y a 10 ans. Nathan l'avait courtisée au nom charnellement. Mais spirituellement pour masquer ses inclinations. La manipulant en une façade hétéro. Il m'a promis le mariage. Puis m'a laissé pour un voyage spirituel. J'étais sa couverture. Benjamin. Estomaqué. Sentit le sol vaciller. Était-ce une nouvelle couche de mensonges? Il confronta Nathan ce soir-là. Dans l'appartement de la rue des Francs-Bourgeois. Lucas en témoin silencieux. Marie dit que tu l'as utilisé. Comme un alibi. Nathan. Assis sur le canapé usé. Enfouit son visage dans ses mains. C'est vrai. Une faiblesse? Encore. J'avais peur. Après Alexandre. Elle était si pieuse. Si innocente. Je l'ai blessée. Oui. Pardonne-moi. Benjamin. J'étais un lâche. La révélation fissura leur idylle naissante. Benjamin. Blessé par cette hypocrisie supplémentaire. S'éloigna, nuit chez Lucas. Silence tendu lors des dîners. Il te ment depuis le début, argua Lucas. Jaloux de ce lien paternel qui le reléguait. Non, répliqua Benjamin. Il est humain. Mais combien de fois pardonner? Le doute le rongeait.
Amplifié par une lettre anonyme ou encore Laurent? Détaillant d'autres victimes, choriste et conduit. Fidèle manipulé. Nathan. Isolé? Sombra dans une mélancolie noire. Annulant ses conférences. Son appartement devenant un mausolée de regrets. Il écrivit à Benjamin, « Si je t'ai appris la vérité, c'est pour que tu ne répètes pas mes erreurs. M. Lucas. Oublie-moi si tu dois. » Le point de rupture survint lors d'une tempête de neige. Inhabituel pour Paris. Qui ensevelit la ville sous un manteau étouffant. Benjamin. Appelé par Émilie pour une urgence, un donateur de lumière cachée menacé. Se rua chez Nathan. Il le trouva effondré. Une bouteille de cognac à moitié vide. Les yeux rougis. Finissons, murmura Nathan. Je suis un poison. Benjamin. Le cœur serré. Le secoua. Non. Tu es mon feu. Idiot. Tes erreurs m'ont forgé. Sans elles, je ne serais pas là. Avec Lucas. Avec toi. Ils pleurèrent ensemble. Puis rirent un rire cathartique. Libérateur. Nathan avoua tout, les manipulations. Les peurs. Les nuits de prière agonisantes. J'ai trahi le monde pour me protéger. Mais toi, tu m'as sauvé. Benjamin. À son tour, confessa ses doutes sur Lucas, une fidélité vacillante. Une nuit d'égarement lors d'une signature à Lyon. Nous sommes tous imparfaits, dit-il. C'est ce qui nous rend humains. La réconciliation, c'est là un pacte, vérité absolue. Plus de masques. Ils confrontèrent Marie ensemble. Dans un café tranquille de Belleville, excuse sincère de Nathan. Thérapie proposée via l'association. Elle pardonna. Larmes aux yeux, tu m'as appris la force. Monseigneur. Lucas. Informé. Choisit le pardon. Renforçant leur couple d'une maturité nouvelle. Paris. Blanchi par la neige. Sembla renaître avec eux, première floraison au Luxembourg. Vernissage où ombre sacrée côtoyait feu caché. Pourtant. Un dernier ombre planait, la santé de Nathan. Une toux persistante. Ignorée. Se révéla un cancer précoce lors d'un check-up de routine. C'est le prix de mes feux, plaisanta Théil. Palme et résolu. Benjamin. Dévasté. Jura, nous combattrons ensemble. Le printemps 2026 enveloppa Paris d'une douceur inattendue. Les cerisiers du champ de Mars fleurissant comme un défi à l'hiver du cœur. Le diagnostic de Nathan, un lymphome non hodgkinien. Stade 2 transforma leur quotidien en une bataille mesurée. Rythmé par les chimiothérapies à l'hôpital Saint-Louis et les promenades revigorantes le long du canal de l'Ourcq. Benjamin. Devenu l'encre de cette tempête. Jonglait entre son ascension littéraire feu caché primé au Renaudot des lycéens et les veillées au chevet de Nathan. Où Lucas apportait des albums photos pour égayer les nuits blanches. Regarde ça, disait-il. Projetant des slides de leurs escapades, Deauville sous la pluie. Le débat triomphal. Un selfie volé au Louvre. Nathan. Chauve sous le turban de soie. Riait faiblement, mes garçons. Vous êtes ma résurrection. La maladie forgea leur lien en acier trempé. Nathan. Loin de se lamenter. Rédigea un testament spirituel, un livre. Confession d'un feu éteint. Où il disséquait ses luttes avec une honnêteté brutale. Dédié à Benjamin. Qui alluma la mèche. Les extraits. Publiés dans le Figaro littéraire. Firent scandale, l'Église m'a saintifié. Mais l'amour m'a humanisé. Des invitations affluèrent au TEDx à la Défense. Podcast queer sur France Culture. Nathan. Malgré la fatigue. Accepta. Sa voix affaiblie portant plus loin que jamais. C'est ma dernière messe, confia-t-il à Benjamin lors d'une infusion sous les marronniers du Jardin des Plantes. Et la plus vraie. Benjamin. Lui.
affronta ses propres démons. La célébrité attira les vautours, un producteur hollywoodien pour l'adaptation. Des ragots sur son opère déchu. Pire. Une rechute sentimentale avec Lucas ou une dispute sur l'engagement. Amplifiée par le stress mena à une séparation temporaire. J'ai besoin d'air, dit Lucas. Partant pour un shooting à Berlin. Benjamin. Seul. Se tourna vers Nathan, et si j'échoue en amour? Comme toi. Nathan. La main sur la sienne. Répondit, l'échec est le creuset du vrai. Aime-toi d'abord. Et l'autre suivra. Ces mots, gravés en lui, le poussèrent à une retraite solitaire en Provence. Sur les traces de son enfance perdue, champ de lavande. Village perché. Et une cathédrale anonyme où il pria non pour le salut, mais pour la paix. De retour à Paris. Régénéré. Il surprit Lucas à l'aéroport, un bouquet de roses blanches. Une lettre, revient. Mon feu a besoin du tien. Lucas, ému, accepta. Leur réconciliation scellée par une nuit passionnée sous les toits de Montparnasse. Nathan, informé, leva un verre de tisane, à l'amour qui guérit. L'été apporta un miracle médical, la chimio réussit. Le lymphome en rémission. La nouvelle, annoncée lors d'une garden party dans le jardin du presbytère reconverti en centre lumière cachée, déclencha des larmes collectives. Émilie porta un toast à Nathan. Saint des ombres. Alexandre, venu de Rome, serra Nathan dans ses bras, tu as vaincu. Marie, guérie de ses blessures, offrit un chant et une aria de Tosca qui fit vibrer l'air. Benjamin, Lucas à ses côtés, sentit le cercle se clore, 13 ans de Brest devenu un foyer. Pourtant, la vraie fin fut humaniste. Sans triomphe hollywoodien. Nathan, affaibli mais entier, choisit de voyager, un pèlerinage laïque en Amérique, New York, San Francisco. Ces villes de droit queer qui inspiraient son livre. Viens avec moi, proposa-t-il à Benjamin. Celui-ci déclina. Doucement, ton chemin. Maintenant. Le mien est ici. Avec Lucas. Avec nos feux. Ils s'étreignirent sur le quai de la gare de Lyon. Nathan montant dans le train pour Marseille. D'où un vol l'emmènerait outre-Atlantique. Prie pour moi, dit-il. Clin d'œil complice. Non, répondit Benjamin, souriant. Vis pour moi. Nathan revint transformé, cheveux repoussants en duvet gris. Yeux emplis de Skyline et de Pride Parade. Son livre, publié, devint un manifeste. Traduit en anglais sous Burning Truth. Benjamin, marié civilement à Lucas lors d'une cérémonie intime au Pont des Arts au cadenas gravé Feu éternel. Écrivit une suite, Cendres lumineuses, où leur histoire culminait en pardon universel. 13 ans après le jardin. Sous un ciel parisien étoilé. Benjamin et Nathan marchèrent une dernière fois le long de la Seine. L'Église m'a dit saint, murmura Nathan. Mais tu m'as dit vrai. Benjamin, la main sur son épaule, répondit, et ensemble. Nous avons brûlé juste. Pas de happy end forcé. Pas de tragédie absolue, seulement l'humanité. Nue et belle. Dans la ville des Lumières.